Alors Cédric, bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association des policiers hors service qui avait créé la polémique ces dernières semaines. Nous y reviendrons. Mais avant tout, déjà, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, c'est pas policier hors service, c'est hors service parce qu'on n'est pas du tout constitué que de policiers. On est constitué de pompiers, militaires, d'opérationnels on va dire. Et hors service, c'est l'état un peu dans lequel ils se trouvent. L'état d'esprit et l'état physique et psychique dans lequel se trouvent ses camarades. Donc vous les accompagnez du coup, j'imagine? Voilà, ouais. On est souvent le dernier recours en fait pour ces gens qui se sentent, après avoir tout sacrifié pour leur pays, qui se sentent maintenant totalement abandonnés. Une fois qu'ils sont blessés, souvent psychologiques, ils ont nulle part, ils ont personne vers qui se tourner. Et en général, c'est à nous qui font appel parce qu'en plus, on a des profils qui leur correspondent. Alors chaque année, on déplore des dizaines de suicides dans la profession. En 2019, il y en a eu 54 rien que chez les policiers. Pourquoi arrive-t-il à bout? Parce que je pense que c'est l'ensemble de la conjoncture qui fait que on les pousse à bout, justement. Donc après oui, s'il y a autant de suicides, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Nous, en interne, on connaît tout à fait ce problème puisque nous, on le vit au quotidien avec les gens qui intègrent nos cellules. Quand ils nous racontent leurs histoires, on comprend tout à fait qu'ils puissent être à bout, en effet. Ouais. Et si ils passent à l'acte ou s'il y a autant de mal-être, c'est parce que justement, il n'y a absolument rien qui leur est proposé. Et alors, quelles sont ces préoccupations qui vont les mener jusqu'à cet acte désespéré? L'acharnement en général. Si vous voulez, vous avez dit policiers, si vous voulez citer l'exemple des policiers, quand on est jeune, je veux dire, c'est des jeunes issus un peu de toutes les provinces de France qui montent dans les zones les plus difficiles. Quand on s'engage dans la police, on s'engage pour sauver la veuve et l'orphelin. Vous êtes plein de bonne volonté. Et vous vous retrouvez projeté dans un système où vous vous retrouvez haï de tous. Et plus la situation avance et plus cette haine est cultivée et augmente. Donc le mal-être des membres des forces de l'ordre, il n'est pas prêt de diminuer tant qu'on va dans ce sens. Donc les policiers vont de plus en plus mal et de toute façon je pense que toute l'actualité nous le prouve avec les grognes, les contestations policières qui à chaque fois émergent. Voilà. Alors je reviens donc sur cette polémique dans un post publié sur votre page Facebook qui depuis a été supprimé. Vous appelez à ouvrir le feu sur les miliciens d'extrême gauche. Est-ce une menace sérieuse? Là encore, je pense qu'on est dans la manipulation politico-médiatique. Les gens qui manipulent ce message sont des gens qui sont intelligents. Ils ont compris ce qu'on voulait dire. Ils savent très bien de quoi on parle. Et il en est fait une légère différence pour que ça vienne susciter la polémique et la haine, justement. Très concrètement, on va modifier notre message qui était clair et qui n'est qu'un appel à la légitime défense au sens propre de la loi. Ça fait aussi appel à l'article 435 du Code de sécurité intérieure. C'est-à-dire, il suffit un petit peu de lire « Nul n'est censé ignorer la loi ». Il n'y a rien de délictuel dans ce poste, c'est juste un appel à la légitime défense. Et une fois de plus, des gens mal intentionnés font en sorte que ce soit déformé pour cultiver la haine. Donc nous, on appelle beaucoup plus à la survie de nos collègues, parce que ce qui va se passer là, si on laisse faire les choses comme ça, c'est qu'on va perdre un collègue en maintien de l'ordre, ça c'est certain, parce qu'ils sont attaqués, nous on l'a dit, c'est face aux bombes, face aux marteaux, face au cocktail Molotov. Au bout d'un moment, on va perdre un collègue, faut bien en être conscient. Et donc, il est évident que si un collègue doit ou va mourir, il est bien sûr évident qu'il faut qu'il se sauve la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, quand vous avez toutes les sphères qu'on connaît qui modifient ça en appel au meurtre, c'est qu'il y a soit un problème d'intelligence pour comprendre ces quelques lignes, il doit y avoir 5 lignes, soit c'est totalement volontaire pour une fois de plus raviver la haine
Et en tout cas, nous, on a été les premiers surpris de cette déformation parce qu'on nous a dit vous avez cherché à susciter la polémique. C'était pas du tout le cas, c'était un post comme un autre. S'il a été supprimé ensuite, c'est justement parce qu'on était envahis et nous menacés et que du coup, nos posts habituels perdaient totalement le sens constructif habituel. Et là, c'était le déferlement de haine et de violence et d'appel au meurtre justement. Donc c'est un petit peu bizarre qu'on nous accuse d'appeler au meurtre. Alors qu'en fait, on s'aperçoit, il suffit de voir la page Facebook qui est tenue par les militants hors service, il suffit de remonter un peu dans l'historique pour savoir qu'habituellement c'est très constructif, qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de problème. Et là, du jour au lendemain, ce sont les gens soi-disant anti-haineux qui débarquent par centaines et qui propagent la haine sur cette page. Voilà, nous, jusqu'à maintenant, on faisait notre bout de chemin. Aujourd'hui, on reçoit des menaces de mort. Donc, il y a deux poids, deux mesures entre est-ce que c'est nous qui appelons à la haine, est-ce que c'est nous qui appelons au meurtre, ou est-ce que c'est pas plutôt nos détracteurs qui le font? Alors, sur la légitime défense, est-ce qu'il faut la réformer pour les policiers? Est-ce qu'ils peuvent se défendre à hauteur des attaques? Là encore, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a encore des textes qui sont clairs, qui sont écrits noir sur blanc. Il suffit un petit peu de les lire, de les comprendre et surtout de les appliquer. Point barre. Il n'y a pas besoin de réformer, il n'y a pas besoin de nouvelles lois ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est de la perte de temps. Il suffit d'appliquer, c'est tout. Donc, je vais pas citer l'article, il suffit de le prendre, de le lire. Et c'est pareil, si certains n'arrivent pas à le comprendre, et ben là, c'est un autre problème. Donc, la légitime défense, elle est ce qu'elle est. C'est la légitime défense et c'est tout. Appeler à la légitime défense, ça n'a rien à voir avec appeler au meurtre. Alors, dans certaines manifestations, on vous voit régulièrement les policiers en difficulté, que ce soit dans les manifestations donc des Black Blocs, ou même parfois aussi dans les banlieues avec les délinquants. Qu'est-ce qui vous manque pour intervenir plus efficacement? Est-ce qu'il vous manque des effectifs, des moyens matériels ou des ordres? Des consignes, ouais, des consignes. Il manque des consignes. Après, en termes de matériel, il peut en manquer, oui, puisque dans notre poste, justement, quand on dit fini le LBD, c'est une petite connotation. C'est parce que y a certaines unités à qui on a interdit de prendre les LBD ce jour-là, alors qu'on attendait plusieurs centaines de Black Blocs, on le savait. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les collègues aillent au contact, on veut que ça se passe mal. Voilà, donc déjà, je pense qu'on est depuis toujours considéré comme les meilleures unités de maintien de l'ordre du monde. C'est justement parce qu'on a un savoir-faire. Le matériel, il est ce qu'il est. C'est pas ça la question en fait. C'est beaucoup plus une question de contexte. Alors justement, quels sont ces ordres que vous recevez, notamment ces derniers temps, quand il y a un Black Bloc qui se forme dans les manifestations? Quels sont les ordres qui sont donnés aux policiers? Il y a deux poids, deux mesures. C'est tout et son contraire. Justement, on a l'impression que c'est par rapport au public qu'on est en face. Et des fois, c'est totalement illogique. On a beaucoup de mal à comprendre que parfois, on puisse nous donner carte blanche dans des situations qui ne nécessiteraient pas vraiment, avec des mobilisations légitimes, des revendications légitimes, des profils qui sont pas des profils de casseurs, qui sont des profils légitimes. Là, on a l'impression des fois que c'est carte blanche, et puis il se passe ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu avec des blessés qui sont à déplorer des deux côtés. Et des profils de blessés en face qui sont inhabituels, avec des travailleurs qui ont été pris au piège dans les violences et qui n'auraient pas dû être blessés. En revanche, quand on est face à des milices, comme on les appelle, organisées, ben là, on a tendance à être plus mou, et c'est ce qu'on reproche. Soit on est pareil avec tout le monde, soit, en tout cas, quand la violence est extrême en face, on doit répondre avec fermeté, mais on doit pas faire à l'inverse. Mais alors, donc vous avez vu une différence de traitement entre les manifestations, par exemple, de Gilets jaunes les premiers week-ends et les manifestations dernièrement avec les Black Blocs contre la loi de sécurité globale? Mais c'est pas moi qui l'ai vu, ça. Je pense que tout le monde le voit. Je suis pas là pour constater les choses. Tout le monde
Nous, on défend la majorité silencieuse. On estime que la majorité silencieuse, c'est celle qui fait tourner la France, justement. Ce sont les majorités de gens honnêtes. Ces gens-là le constatent, ça. Tout le monde le constate, il suffit de voir les images. On constate qu'il y a toujours une différence entre, même dans l'histoire, avant les mobilisations des Gilets jaunes, nous, les reproches qu'on prenait sans cesse, c'était que justement, en maintien de l'ordre, on n'agissait pas assez. Donc la population nous reprochait de laisser casser, de ne rien faire, et la politique, c'était d'éviter le contact. Après, il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes, et là, la doctrine a changé. Là, c'était contact complet. On a commencé à demander aux anciens de grenader, etc. Là, on a des collègues pour la première fois, et c'est là un peu que naissent les mouvements de collègues hors service, ou du moins réfractaires. C'est qu'on a des collègues qui sont un peu plus anciens, qui refusent, quand c'est comme ça reste des êtres humains. Si on estime que la situation ne nécessite pas, pourquoi envoyer des grenades? Dans ce cas-là, comme il y a beaucoup moins de pression possible sur les anciens comme nous, on va prendre les petits jeunes, et puis eux n'ont pas le choix que d'obéir aux ordres, et là, on va saturer en lacrymogène, etc., et on fait dégénérer les situations. Et donc c'est pas des méthodes, c'est pas moi qui le dis, ça a été analysé et réanalysé depuis le début. Tout le monde le constate. Il ne s'agit pas de venir chercher un opérationnel de terrain pour avoir ce discours. N'importe qui peut le constater rien qu'en regardant des images. Et en interne, sur le terrain, on l'a constaté. Les collègues l'ont subi de plein fouet et l'ont regretté. Et puis après, tous les analystes des plateaux télé l'ont bien assez dit. Et donc vous avez l'impression en fait que dans les opérations de maintien de l'ordre, que selon le public que vous avez en face, les ordres correspondent plutôt à des choix peut-être plus politiques. Il y a cette volonté, vous le sentez, vous, en tant que policier? En tout cas, nous, ce qu'on défend, c'est qu'on refuse de servir un système. Nous, on veut être la police du peuple. Voilà. Comme je vous dis, les majorités de gens honnêtes, la majorité silencieuse, cette immense majorité qui fait tourner le pays, on refuse de devoir être opposé à ces gens-là. Voilà. Donc évidemment, moi je fais pas de politique, mais oui, il y a des incohérences par rapport à ça. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait à affronter notre propre peuple pour lequel on s'est engagé. Aujourd'hui, on est là pour le réprimer, et c'est pas bon, c'est pas nos cibles, ça. Parce qu'habituellement, quand on a des cibles de délinquants, là, tout est fait pour nous retenir. Et ensuite, quand on a une cible qui nous correspond plus à nous, on les appelle nos semblables. Là, on nous donne carte blanche, ça c'est pas normal. Donc c'est pour ça que vous avez des collègues qui se mettent sur la touche. C'est pour ça que vous avez des collègues hors service, des collègues en arrêt, des collègues qui démissionnent. C'est pour ça que vous avez énormément de collègues qui se suicident aussi. Parce que quand vous avez un collègue qui s'est engagé pour défendre la veuve et l'orphelin, je le disais, qui se retrouve à être contraint à faire l'inverse, il se sent humilié, il comprend plus quelle est son utilité. On mixe à ça tout un tas de syndromes post-traumatiques, de fatigue physique, de fatigue mentale, et on a des collègues qui craquent, et le passage à l'acte, c'est souvent, on entend des manifestants qui disent suicidez-vous, suicidez-vous. Ils n'ont pas bien compris que les collègues qui se suicident sont souvent, au contraire, les collègues les plus intègres et les meilleurs, qui ont le plus de sentiments. Et alors, sur le terrain, il y a déjà eu des risques pour le pouvoir, en tout cas, de voir une désobéissance s'organiser? Bon, déjà, c'est une grosse crainte, ça. C'est une grosse crainte. C'est pour ça que les mouvements comme les nôtres sont très surveillés et ne sont pas du tout appréciés au sein même de l'institution, de l'administration. Oui, très clairement, quand vous allez là, pour le coup, si vous avez des interlocuteurs qui proviennent vraiment du terrain, des vrais flics de terrain, il y a eu tout un tas de moments où on sentait bien que tout le monde
voulaient déposer les boucliers, déposer les casques, et je vous parle pas des images qu'on voit où on voit certaines fois les gendarmes enlever les casques et que c'est mal interprété parce que ça fait partie d'une procédure de fin de maintien de l'ordre. Au bout d'un moment, on enlève les casques quand la situation est devenue calme, mais c'est ce dont rêve le peuple, que les policiers se rallient au peuple. Ça a failli arriver plusieurs fois parce que on sentait bien que sur le terrain, les collègues étaient en train de désavouer les ordres qu'ils recevaient et ils voulaient arrêter. Pour l'anecdote, à un moment donné, on a senti une atmosphère où ça allait basculer. Tout le monde a dit là, ça y est, ça va basculer, il va se passer ce que vous dites. Et coïncidence hasardeuse, on annonce que l'Arc de Triomphe est attaqué de l'intérieur, que la tombe du soldat inconnu est attaquée, ce qui n'était pas le cas parce qu'il y avait des groupes de gilets jaunes qui ont défendu la tombe et ça c'était salutaire. À ce moment-là, en fait, il y a un fort esprit patriote au sein des forces de l'ordre. Et à ce moment-là, il y a eu une vague d'émotion qui a fait que on est passé du moment où certains avaient peut-être envie de poser les casques à il faut défendre nos valeurs. Et là, l'Arc de Triomphe, le soldat inconnu qui était attaqué, ça c'était inacceptable. Et c'est là qu'il y a eu la charge qu'on a énormément vue et c'était quasiment une des charges les plus violentes. Et là, l'escalade de la violence a repris de plus belle. Et ensuite, c'est devenu ce que c'est devenu et ça ne s'est plus arrêté. Et je pense aussi que par rapport aux gens qu'on avait en face, beaucoup ont désavoué. Et il y a eu un tournant dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que les manifestants de base, très légitimes, ont quitté aussi le mouvement à ce moment-là. Et là, on a eu une surenchère de la violence. Alors sur la violence policière, comment est-ce que vous l'expliquez, notamment dans les manifestations, les policiers, comment se passe une manifestation pour les policiers qui sont sur le terrain, qui sont en opération de maintien de l'ordre? Alors déjà sur les violences policières, moi je parlerais plutôt d'usage de la force. On voit quelquefois quand même des vidéos où on voit des croche-pieds par exemple sur des militants. Voilà, mais ce sont des vidéos de 2 secondes qui vont retranscrire une scène qui s'est passée après une journée de mobilisation par exemple. Donc après là c'est le travail des journalistes qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu. On va prendre une petite image et puis la sortir complètement de son contexte et puis comme ça on va pouvoir venir encore nourrir un petit peu plus la haine entre la population et la police. On va pouvoir creuser toujours un peu plus ce fossé, l'élargir au maximum de façon à être sûr justement qu'il ne se passe pas ce qui a failli se passer, que la police se rallie au peuple. Il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Il faut aussi se souvenir que les policiers sont des êtres humains avant tout. Un être humain, ça boit, ça mange pour survivre. Vous avez des policiers qui ont été projetés pendant jusqu'à 16 heures sur le terrain au moment où les violences étaient les plus fortes, donc notamment le jour de l'Arc de Triomphe. Il faut savoir que pour la plupart, ils étaient nombreux à ne pas avoir eu accès ne serait-ce qu'à de l'eau, donc aucune hydratation, pas d'alimentation. Vous prenez n'importe quel être humain et policier le plus pacifiste que vous pourriez trouver, vous le mettez dans ces conditions pendant des heures et des heures sans boire ni manger, à se faire cracher dessus, etc. Parce que ça, du coup, ça c'est ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est ce qui va pas être, c'est ce qui ne va pas intéresser les médias. Et vous allez en faire, en fait, de ce pacifiste, vous allez en faire le pire des pitbulls, quoi. Et donc une fois qu'on lâche. Une fois qu'on lâche, il y a des images beaucoup plus violentes. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et là, il y a une obligation aussi de la part de l'autorité hiérarchique. C'est dans le code de déontologie. Les obligations de l'autorité hiérarchique. L'autorité hiérarchique, il a obligation de veiller au bien-être physique et psychique de ses subordonnés. Les laisser sur le terrain pendant des heures sans boire ni manger,
Là, ça c'est une faille de l'administration. On ne peut pas ensuite reprocher uniquement le fait de violence, comme vous dites, à un fonctionnaire, sans remettre les choses dans leur contexte. Quand c'est l'inverse, quand on parle de délinquants en face, on aime bien reprendre tout le contexte, limite retracer toute son enfance. Le policier, on veut même pas retracer, ne serait-ce que les 3 ou 4 dernières heures qu'il a vécues. Vous avez des policiers qui ont vécu des attentats terroristes sur les Champs-Élysées, qui ont vécu la pire journée de leur vie ce jour-là, qui ont vu un camarade mourir après avoir pris une rafale de calage, qui en ont vu un deuxième passer à 2 doigts de la mort aussi touché par le terroriste. Vous avez des collègues qui avaient du sang jusqu'aux épaules pour essayer de sauver leurs camarades, des collègues qui sont complètement traumatisés par ces interventions, ce sont des gens qui sont chez hors service, qui n'ont eu aucun soutien psychologique en interne, qui ont dû se reconstruire seuls. On ne va pas parler de toute la charge administrative qu'ils ont eu à supporter tout de suite après l'attentat, de la paperasse, alors qu'ils ont autre chose à faire que de penser à tout ça à ce moment-là. Et ces collègues-là, qui sont complètement dévastés, on les envoie quelques mois, quelques temps plus tard, au même endroit où ils ont vécu la pire journée de leur vie, où ils ont vu un de leurs amis mourir dans des conditions atroces, où ils ont dû abattre quelqu'un. On envoie ces mêmes compagnies faire du maintien de l'ordre sur les Champs-Élysées. Et bien vous avez des collègues qui pètent complètement les plombs, mais c'est tout simplement le fait qu'ils sont des êtres humains, et à aucun moment on peut les considérer comme coupables de quoi que ce soit. Ce sont des victimes. Les victimes sont des deux côtés. Voilà. Quand vous avez ce que vous appelez des violences policières, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme. En fait, vous avez 2 victimes en bas de l'échelle qui sont dans un contexte où on les transforme en animal. Voilà, mais sauf que ça doit bien profiter à quelqu'un. Alors la police, c'est quand même le dernier rempart quand même pour ce pouvoir. Malgré tout, le président de la République, après aux sorties de l'affaire avec Michel Zecler, le rappeur arrêté brutalement par des policiers, le président de la République a dénoncé les contrôles aux faciès. Est-ce que ces contrôles sont inévitables en fait? Comment est-ce que vous procédez à des contrôles d'identité? Non, mais alors bon, déjà pour cette affaire, c'est une affaire qui est en cours, donc on va pas la commenter. Là, pour le coup, la justice fera son travail et on verra à la fin. C'est assez drôle, enfin c'est assez tragique que justement un État, le président de la République qui le représente, ait eu autant besoin de nous à un moment donné. Comme dernier rempart, et que au lendemain de ça, pour quelques images sorties de leur contexte, tout de suite on se permet de nous jeter en pâture dans notre généralité. Donc ça, là on est dans le cas typique où on est lâché jusqu'au plus haut sommet de l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui là vous avez des policiers qui n'en peuvent plus. Ils sont en train de démotiver le dernier des collègues qui était encore un peu motivé à faire son travail. Mais alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement de révolte de la part des forces de l'ordre? Est-ce qu'ils sont prêts à désobéir de manière massive? Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, sauf que c'est dramatique. Parce que quand on est équilibré, quand on est policier, le dernier rempart, je vais vous dire très clairement, si on schématise, le dernier rempart, si on cède, donc nous, hors service, on porte bien notre nom, hors service, nous on n'en peut plus. Mais si ce dernier rempart cède, il se passe quoi? C'est l'anarchie? C'est la guerre civile? Est-ce que vous pensez que demain, si ça arrive, est-ce que vous pensez que les citoyens lambda, cette majorité silencieuse, va avoir une vie plus agréable que celle qu'elle a actuellement, même si elle n'est pas forcément très agréable, hein, on en convient. Mais est-ce que vous pensez que si c'est la guerre civile et l'anarchie, demain, est-ce que vous pensez que la situation va s'améliorer? Les policiers sont des personnes qui sont censées, bien sûr, c'est un fantasme que le dernier rempart cède. Tout le monde y pense, dans les deux camps. Au sommet de l'État, ça, ils le craignent énormément. Mais nous qui sommes, on va dire, les plus en phase avec cette conception des choses, même nous, on doit bien avouer que si ça arrive,
ce sera catastrophique. Mais par contre, on n'a pas dit que ça n'allait pas arriver. Et en effet, à force de pousser le bouchon comme ça, les collègues, ils n'en peuvent plus. Et c'est aussi pour ça que Hors Service a autant de succès auprès des flics de terrain. C'est parce que ça va finir par péter. C'est obligatoire. Et ce sont les collègues de bac, etc. Ce sont les collègues qui sont vraiment le plus au contact du terrain, qui sont les plus dégoûtés. Donc j'ai presque envie de vous dire, ce sont les meilleurs flics aujourd'hui qui en ont le plus marre. Donc voilà, ce sont beaucoup les anciens d'ailleurs. Dès qu'on passe 10, 15 ans de carrière, on retrouve beaucoup de ce genre de profil chez Hors Service. Merci Cédric pour ce témoignage et pour nous avoir aussi dévoilé l'envers du décor de la profession. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.